Côte d'Ivoire, le bulletin d'info. Régis Kofi. Madame, monsieur, bienvenue dans cette édition consacrée à l'actualité africaine. Bonjour à toutes et à tous. Mohamed Dewji est à 43 ans le plus jeune milliardaire du continent africain. Ce Tanzanien a été enlevé jeudi à Dar es Salaam, la plus grande ville du pays. Il a été kidnappé au petit matin dans la salle de gym d'un grand hôtel. Les ravisseurs se sont introduits dans l'hôtel Colosun, situé dans un riche quartier résidentiel de Dar es Salaam. Mohamed Dewji a l'habitude de se rendre chaque jour à la salle de fitness de l'établissement, mais ce jeudi matin, il était attendu. Les hommes ont tiré en l'air avant de le faire entrer de force dans l'un de leurs deux véhicules. Selon la police, deux des ravisseurs sont blancs. Mohamed Dewji a beau être milliardaire, il est réputé pour sa simplicité. Il n'avait pas de garde du corps. À ce jour, la police a arrêté une dizaine de personnes, notamment des agents de sécurité en service à l'hôtel hier matin. Au Nigeria, la bataille politique pour la présidentielle de février 2019 est lancée dans ce duel qui mettra en scène l'actuel président Muhammadu Buhari à l'ancien vice-président Atiku Abubakar. L'ex-président Olusegun Obasanjo a choisi son camp, c'est ce que nous dit Ami Traoré. L'ancien dirigeant a accordé sa confiance à Atiku Abubakar, qui fut son vice-président entre 1999 et 2007. Monsieur Abubakar s'est retrouvé et s'est repositionné et ferait un meilleur président que Monsieur Buhari, a déclaré Monsieur Obasanjo après s'être entretenu avec celui-ci ce jeudi. C'est un changement de casquette pour M. Obasanjo qui a connu des frictions avec son ancien vice-président. Ce dernier s'était notamment opposé de façon virulente au projet de M. Obasanjo de modifier la constitution afin de prétendre à un troisième mandat. Sous la pression, Obasanjo a finalement démissionné en 2007. Néanmoins, l'ancien président a gardé une forte influence sur la scène politique nigériane. Chacun des candidats qu'il a parrainés, Umaru en 2007, Goodluck Jonathan en 2011 et M. Buhari en 2015 a remporté la présidentielle, même si, ces derniers mois, Obasanjo s'est érigé en incrédible accepte de la gouvernance de Buhari. L'histoire se répétera-t-elle en 2019? Atiku Abubakar, qui est retourné au sein du Parti démocratique du peuple, le PDP, après une aventure infructueuse en solo, a été désigné la semaine dernière comme candidat du parti de la présidentielle de février 2019. Il affrontera l'actuel président Muhammadu Buhari, porte-étendard du All Progressive Congress, au prochain scrutin. Parlons à présent du Soudan du Sud. Le 12 octobre 2017, la levée de sanctions imposées par Washington avait suscité un espoir de relance économique dans ce grand pays d'Afrique. Mais plusieurs hommes d'affaires soudanais estiment que la décision de Washington de maintenir malgré tout leur pays sur sa liste noire des États soutenant le terrorisme, ainsi que des opportunités manquées de réforme, ont empêché le redressement tant espéré. La crise s'est même aggravée. Lydie Kouadou. Depuis janvier, il est fréquent de voir dans les rues de Khartoum de longues files d'attente pour trouver de l'essence, du pain ou d'autres produits alimentaires. Avec une inflation de près de 70%, la plongée de la livre soudanaise face au dollar américain, le coût de certaines denrées a plus que doublé au cours de l'année écoulée. Un des principaux mots évoqués par les chefs d'entreprise est le maintien par Washington du Soudan sur la liste noire qui rend banques et institutions internationales réticentes à garantir les transactions commerciales avec ce pays et les investisseurs à s'engager. Washington avait placé le Soudan sur la liste noire des États soutenant le terrorisme en 1993 en l'accusant d'appuyer des groupes extrémistes islamistes. Le fondateur d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden, avait vécu dans le pays entre 1992 et 1996. Mais pour certains, les difficultés économiques du pays ne sont pas le seul fait des États-Unis. Le Soudan a manqué une opportunité d'encourager la croissance du temps de la prospérité pétrolière. Jusqu'à l'indépendance du Soudan du Sud en 2011, le Soudan disposait d'importantes réserves d'or noir, mais avec la scission, le pays a été amputé des 3/4 de ses ressources. On reste avec Lydie Kouadou qui nous apprend qu'au moins 34 personnes ont été tuées dans un glissement de terrain provoqué par de fortes pluies dans l'est de l'Ouganda. C'est ce qu'a annoncé hier un responsable gouvernemental.
Le nombre de morts confirmés est pour le moment de 34, a déclaré à l'AFP Martin Ouor, commissaire du gouvernement pour la réponse aux catastrophes, selon lequel l'évaluation de la situation par les équipes de secours est toujours en cours. Les circonstances exactes dans lesquelles s'est produite la catastrophe qui a touché jeudi Bukalazi, au pied du mont Elgon, non loin de la frontière entre l'Ouganda et le Kenya, restent pour l'heure peu claires. La Croix-Rouge ougandaise a évoqué un immense glissement de terrain. Le président ougandais Yoweri Museveni a déploré des glissements de terrain provoquant le chaos dans le district de Bududa, tuant un nombre de résidents qui reste à déterminer. Selon certaines sources, la catastrophe a également impliqué une rivière qui est sortie de son lit et dont l'eau boueuse a balayé un marché à Bukalazi. Jeudi, une porte-parole de la Croix-Rouge ougandaise, Irene Nakasi-Ita, avait partagé des photos de la situation sur WhatsApp, montrant notamment des corps partiellement démembrés coincés dans la boue. Certains corps avaient été recouverts de feuilles de bananier par la population locale. Bukalazi se situe dans le district de Bududa, au pied du mont Elgon, une zone vulnérable au glissement de terrain, notamment en raison de la déforestation de la région. En mars 2010, au moins 100 personnes avaient trouvé la mort dans un glissement de terrain dans cette région. Des efforts du gouvernement en vue de déplacer des habitants des zones vulnérables au glissement de terrain ont jusqu'à présent rencontré la résistance des populations, rapporte le site izedef.net. On termine au Cameroun. Le Conseil constitutionnel a été saisi d'un volumineux dossier de contentieux post-électoral. 17 recours ont été introduits par des candidats à l'élection présidentielle du dimanche 7 octobre, et ce, en raison des irrégularités dont ils soutiennent que le scrutin a été émaillé. Ces candidats demandent l'annulation totale ou partielle du scrutin. Merci à toutes et à tous de votre attention. C'était le bulletin d'info présenté par Régis Kofi.